Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez ce programme Congo Uni pour la paix. C'est un nouveau programme que nous, Antoine Roger Bolamba, nous avons pensé qu'il fallait mettre en place pour vous servir ici à partir de Washington State. Et ce programme, nous allons continuer à préparer cela avec notre équipe, notre rédaction, qui est basée actuellement à Kinshasa, en République démocratique du Congo, parce que l'objectif, c'est produire des informations, produire des messages qui pourraient nous aider, vous aider à faire quoi, à se développer, à changer notre société, donc c'est-à-dire le changement social comme on l'appelle. Alors, c'est dans le cadre de Congo Uni pour la paix, CUP, ce magazine, qui est un instrument, un outil pour nous et pour vous de communiquer sur ce genre de questions. Alors, ce programme, en réalité, rentre dans quelle dynamique? Ce programme rentre dans ce que nous appelons la dynamique multisectorielle de communication sociale. Comme vous savez, toute communication sociale est faite en réalité. Pourquoi? Pour le changement positif dans une société. Et nous allons l'articuler comment? Nous allons travailler comme des volontaires, voyez, vous servir en produisant ces programmes. Pour quel objectif? Pour produire des messages de l'éducation civique, de l'éducation politique, de l'éducation culturelle et de l'éducation morale. Et dans l'optique d'atteindre ce que nous allons chercher, nous sommes en train de chercher tous, la paix, l'unité et le changement social en République démocratique du Congo. Je ne vais pas relayer ici le message des organisations, des institutions membres de la SADC en félicitant le nouveau président de la République démocratique du Congo qui ont dit que soutenons le nouveau président. Pourquoi? Parce que il s'appelle Félix Antoine Tshilombo, et Antoine Félix Tshilombo, mon homme, que je salue en passant. Ils ont dit soutenons Félix Tshilombo. Pourquoi? Parce que les Congolais ont besoin actuellement de l'unité, de la paix et de la stabilité. C'est pourquoi nous, au sein de Congo Uni pour la paix, nous pensons que ce sont ces thèmes-là qui sont vraiment essentiels pour nous. L'unité du Congo, la paix au Congo et le changement social que la SADC a appelé la stabilité. Alors, ce premier numéro ici, nous allons l'enregistrer avec une des figures de la communauté congolaise de Washington. Beaucoup le connaissent déjà, mais beaucoup aussi auront à le découvrir. Il est pratiquement, vous êtes en train sûrement de le voir, il est congolais, de la République démocratique du Congo d'origine et il vit ici à Washington State, à Seattle, depuis un certain nombre d'années. Alors, il s'appelle Dr Victorien Nzambe Bonche. J'ai bien prononcé, docteur? Très bien, merci. Merci beaucoup. Qui est Dr Victorien Nzambe Bonche? Il est d'abord, vous savez, comme on dit, on est intellectuel pas pour rester isolé. On est intellectuel pour servir sa communauté. Et qu'est-ce qu'il fait? Ça, j'ai aimé. Il est membre du comité des sages de la communauté congolaise de Washington State. Donc, c'est quelqu'un que, personnellement, votre serviteur que je suis, je l'ai découvert et j'ai vite dit que non, vous avez quelque chose à dire et quelque chose à faire pour la plus grande communauté que nous avons laissée au pays, la République démocratique du Congo. Notre peuple, notre population a besoin de vous. Mais vous savez, professionnellement, il est membre de la Société américaine des anesthésologistes.
assistant. Vous voyez, c'est quand même une fonction, c'est pourquoi on l'appelle docteur. Vous voyez, il est corps médical. À ce titre-là que nous voulons parler avec lui, bien essayer d'analyser avec lui les dernières actualités politiques en République démocratique du Congo. Sûrement que ce qu'il va dire va participer à l'édification de l'unité en République démocratique du Congo, l'édification de la paix et la stabilité ou bien le changement social que prône l'ONG Dimkos RDC et Congo Uni pour la paix, ce magazine. Nous vous saluons, docteur. Merci, nous vous saluons aussi, mon frère. Je m'excuse, j'ai été un peu long pour l'introduction de cette émission. Je m'excuse aussi à vous qui êtes en train de nous suivre. Mais la première question que nous allons vous poser, docteur, votre réaction après avoir appris si vous voulez, la confirmation des résultats promulgués par la CENI le 30 décembre dernier, confirmant donc Antoine Félix Tshilombo comme président de la République démocratique du Congo. Merci pour la question. Je sais que je ne serai pas la meilleure personne habilitée à répondre à cette question, mais je ne m'exclus pas du nombre de ceux qui peuvent répondre à cette question parce que je suis congolais d'origine, comme vous l'avez dit, de mère, de père, de grand-mère, de grand-père, d'arrière, grand-grand-grand-grand-père. Je suis congolais et je le resterai. Et quand il faut parler et quand il s'agit du Congo, nous ne pourrons jamais nous écarter. Voilà. Les sentiments, bien sûr, les sentiments sont d'abord des joies, parce que c'était contre toute attente que ce processus aboutisse sans qu'il y ait de turbulences dans le pays. Et c'est tout ce que nous voulons encore éviter au peuple congolais, c'est encore un autre moment de misère, un autre moment d'écoulement de sang. Moi-même, parce que je n'ai pas eu la chance de me présenter moi-même, et ce serait difficile d'ailleurs, s'il faut me présenter, il y a beaucoup de figures qui, me voyant ici, vont me reconnaître. Je travaillais d'abord, avant de venir aux États-Unis, à l'hôpital général Mamaemo, où j'ai fait d'abord une année de stage professionnel à la fin de mes études aux universités de Kinshasa. Et j'ai aussi, après avoir vraiment réussi au test d'admission, j'ai fait 18 mois d'internat en chirurgie, en médecine interne, en gynécologie et en pédiatrie. Les gens peut-être peuvent encore me reconnaître. Et je suis allé compléter 2 mois en anesthésiologie et anesthésiologie et critical care, réanimation. Et après ça, j'ai été admis pour commencer ma residency en anesthésiologie où je travaillais jusqu'en 2007 avant de quitter. Et personnellement, j'avais vécu la fameuse guerre dans la ville quand ça a opposé les hommes de Jean-Pierre Bemba et les hommes du président sortant Kabila, Joseph Kabila. J'étais là, je me rappelle encore, je suis resté à l'hôpital pendant 4 jours sans moyen de rentrer à la maison. J'étais celui qui, parmi l'équipe de ceux qui soignaient tous les blessés de 2 camps, de Joseph Kabila ou de Jean-Pierre Bemba, nous étions là sans parti pris. Voilà, c'est juste pour vous rappeler que nous ne sommes pas étrangers à la misère du peuple congolais. Nous l'avons vécu et même pendant cette guerre, j'habitais la commune de Bandalungwa, près de l'avenue Syrie, près de la commune. Et il y a même un obus qui est tombé à quelques maisons, juste quelques mètres de ma maison. C'est-à-dire, j'ai vécu tout ça, et je pense que la pire des choses qu'on pourrait encore offrir aux Congolais, ça serait encore un autre cycle de misère. Mais évidemment, il faut aussi mettre un bémol à cette élection parce qu'il y a des choses qui se disent. Il y a, par exemple, l'opposant Martin Fayoulou qui n'a pas été content de ces résultats. Nous allons peut-être y arriver. Donc, vous savez, c'est que je suis content. Vous êtes Congolais, vous avez connu beaucoup de moments.
ce que nous voulons, entre autres, c'est la paix. Bien. Mais la paix, vous savez, ce n'est pas l'exclusion de la guerre. Vous voyez, la paix, on doit se battre pour l'arracher aussi. Alors, ce que j'ai aimé, j'ai même suivi l'abbé Donatien Cholet l'a dit, que nous sommes des citoyens. Et en tant que citoyens, nous devons avoir un regard braqué et voire même un certain nombre de choses à dire sur ce qui se passe dans notre pays. Et c'est dans ce cadre-là que nous vous avons. Mais la question que je pourrais encore vous suivre, que vous poser, qui pourrait suivre, c'est tout simplement par rapport à l'attitude qui pourrait caractériser aujourd'hui Martin Fayulu et même Lamuka dans son ensemble, parce que vous savez que cette décision-là ne les a pas ne les a pas enchantés. Avez-vous vu, avez-vous suivi? Comment pensez-vous Martin Fayulu et Lamuka pouvaient réagir par rapport à cela? Bien sûr que je comprends leurs émotions, je comprends leur déception pour tous les efforts qu'ils ont fournis, ça c'est vrai. Et je suis d'accord avec eux que tous nous aurions été plus contents d'obtenir des résultats qui reflètent ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Bien sûr qu'il faut aussi reconnaître que je ne sais pas si je peux encore appeler le système de gouvernance dans notre pays une démocratie. Si je dois me permettre de l'appeler ainsi, je dirais une démocratie naissante, un bébé de démocratie. Ça signifie que je ne m'attendrai pas à ce que les élections se déroulent comme en France, que ces élections se déroulent comme en Belgique, les élections se déroulent comme aux États-Unis, une démocratie avancée, où aussi nous trouvons beaucoup de problèmes aussi, comme vous le savez. Une des choses que je pourrais leur dire, ou que je pourrais leur reprocher, ou à laquelle je voudrais qu'ils puissent jeter un second regard, c'est le fait qu'eux, ils ont validé une institution qui, au départ, pour eux, ils savaient que ne serait pas vraiment enclin à leur être favorable. Quelle est cette institution? La Cour constitutionnelle, pardon. Même pas la Cour constitutionnelle, déjà la CENI et toutes ces institutions auxquelles ils ont donné crédit. Et maintenant, ils se retrouvent devant une situation où ils ont donné crédit à des institutions qui ont fini par les décevoir. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà s'enregistrer pour aller faire les élections organisées par la CENI au Congo. Vous devez être certain, n'est-ce pas, que vous avez affaire à des hommes honnêtes, à des gens qui vont organiser des élections, qui vont faire un effort. Bon, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis par la CENI, je sais, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont allées au-delà de la marge, ça nous le savons. Bon, ok, quand vous enregistrez, c'est-à-dire vous reconnaissez que c'est ça l'organisation, l'organisme ou le corps qui doit organiser les élections. Ça, c'est la première chose. Ça signifie que lorsqu'ils vont publier les résultats, ok, soit vous serez d'accord avec ces résultats, ou soit vous ne serez pas d'accord, et vous allez amorcer la démarche appropriée, aller à la Cour constitutionnelle, lorsque vous pensez que la Cour est valide et la Cour a son mandat. Vous allez voir cette Cour, vous y apportez vos preuves. Je pense que la démarche qu'ils ont faite... C'est ce qu'ils ont fait, absolument. Oui. Mais quand vous faites cette démarche, vous allez à la Cour suprême, quelqu'un ici ferait la même chose, vous vous attendrez à ce que le verdict de cette Cour soit opposable à tous, c'est-à-dire soit la dernière décision à prendre. Ils sont allés à la Cour suprême, ok, la Cour suprême confirme les résultats qu'ils ont contestés. Je ne pense pas personnellement, si je devais être à leur place aujourd'hui, je devais encore continuer dans le sens de la contestation. Parce que nous sommes au point où nous disons le vin est tiré, il faut le boire. Nous avons traversé le Rubicon. C'est-à-dire que nous sommes de l'autre côté, il faut voir les choses autrement. Soit qu'ils vont décider de jouer la politique de la chaise vide, soit qu'ils vont joindre et ils vont essayer n'est-ce pas, d'accepter de voir leur orgueil personnel être un peu blessé et faire une opposition classique. Ou alors, moi je crains pour eux, si... tel que je connais la manière dont le pouvoir agit dans notre pays, ils pourront facilement être forcés à l'exil. Oui, parce que en fait, j'ai vu parmi les messages, les tout derniers messages de Martin Fayulu actuellement, c'était appeler la population à
pratiquement avec des moyens pacifiques, bien sûr, mais à réclamer toujours la vérité des urnes. OK. On ne peut pas habiller Saint-Pierre déshabillé de Saint-Paul de la même façon, vous savez. On ne peut pas parler des manifestations pacifiques au Congo. Non, ça n'existe pas. Parce qu'au Congo, chaque fois que vous appelez la population sur la rue, de l'autre côté, du côté des agents de l'ordre, ils répondent toujours avec une violence si exagérée que je ne prendrais pas personnellement le risque, même si j'étais un des leaders politiques au pays, d'appeler les gens à la rue pour une cause que je pouvais résoudre autrement. Nous avons besoin d'une police mature, d'une police éduquée, d'une police... Peut-être, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, en 2 mots, quel genre de police, quelle image, comment pouvez-vous attendre que notre police puisse se comporter selon vous? Prochainement, dans les manifestations qui pourraient arriver. Bien sûr, bien sûr. Je pense que notre police doit faire l'objet de restructuration profonde et interne. On doit savoir qui est police. On doit même essayer de revoir la formation que ces policiers reçoivent avant d'être appelés police. Ils doivent comprendre qu'ils sont d'abord des agents de l'ordre, non des agents de désordre. Ils doivent savoir quel est leur rôle. Ils sont là pour protéger la population. Et je pense que ce serait important de mettre un minimum de prérequis pour que quelqu'un devienne police et éviter toute cette panoplie des ramassis que nous avons au sein de notre population où on ramasse des enfants de la rue. Je ne veux pas dire que tous les policiers sont ainsi. J'ai mes amis personnels qui sont au sein de la police, avec qui on a passé des bons moments, mais il y a même certains qui sont généraux. Et je ne voudrais pas les nommer personnellement, ils me connaissent, on a passé des bons... Quand j'étais à Kinshasa, on partait à Kinkole et avec certains des généraux qui sont même jusqu'en ce moment en fonction, je les respecte beaucoup, je les salue, s'ils me voient, je ne vais pas les nommer personnellement, je ne fais pas du clientélisme. Mais je pense que la masse qui domine le corps de notre police n'est pas suffisamment éduquée et préparée, n'est-ce pas, et peut-être aussi équipée à faire face à des manifestations pacifiques et aussi ne pas encore à mesure d'être une police indépendante, parce que c'est comme c'est une police vouée à la cause, n'est-ce pas, de certaines personnalités et autorités qui, pour la plupart du temps, reçoivent des ordres ou agissent sans avoir reçu des ordres parce qu'ils savent qu'ils font face à un système d'impunité. L'exemple le plus simple, nous avons une autre sœur, Karine, qui a tué notre frère Rossi Mokendi. Mais pourquoi? Quelle était la raison? Jusqu'aujourd'hui, je me demande, je n'arrive pas à justifier. S'ils avaient leurs problèmes, est-ce vraiment il fallait aller tuer le papa de quelqu'un, tuer un monsieur parce qu'il fallait même tirer? Aujourd'hui, je me dis, si l'une des mesures les plus simples qu'il fallait faire pour éviter ça, n'importe quel général qui est en charge d'envoyer la police sur le scène de manifestation, je pense qu'il faut même s'abstraindre à leur donner des balles réelles. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas donner à un policier une seule balle réelle. Il faut leur donner des balles en caoutchouc. Comme ça, on sait que même s'ils tirent, ça ne pourra pas tuer quelqu'un. Je ne voudrais pas voir un seul Congo. Si moi je suis président aujourd'hui, je suis ministre de la Défense, je ne voudrais pas voir un seul Congolais encore être tué parce qu'il est allé manifester. Mais si je suis président, ok, les gens manifestent, je les attendrai au tournant, je les attendrai debout pour recevoir les mémos, parce que c'est une façon pour eux de s'exprimer. Je vais leur donner la chance de venir me voir, de venir me tendre leurs mémos, parce que sur ces mémos, ils ont des déshydratats que peut-être ils ont mis ensemble pour pouvoir me les adresser. Je ne veux pas les tuer, je ne veux pas les empêcher de m'atteindre, ils viennent sans armes, ils viennent... Vous savez, on confond des ennemis. Oui ou non, si aujourd'hui Étienne Tshisekedi Ouamouloumba revenait et revoyait son fils président de la République? Oui, j'ai dit oui et non. J'ai dit oui parce que c'est son papa et ça sera la fierté d'un père de voir le fils, n'est-ce pas vraiment être propulsé, mais aboutir d'une certaine façon à la magistrature suprême. Oui aussi, parce que
je ne sais pas s'il serait toujours le leader, en tant que leader d'un parti politique. C'est une joie de voir que votre parti gagne la présidence. Oui, aussi, de voir un membre tribal. Mais de ce côté-là, j'ai mis une nuance. J'ai dit, je respecte bien le papa. Je ne pense pas que, tribalement parlant, il serait content. Parce que sa joie, ce serait de voir un Congolais. Maintenant, le nom, c'est... si lui, il n'était pas la première personne ou la personne qui donnait sa confiance et la personne qui ne pensait que ses fils n'étaient pas celui qui méritait toute sa confiance, je pense qu'il aurait pu souhaiter de voir une autre personne. Et c'est, comme vous l'avez évoqué, il s'est dit, n'est-ce pas, de la manière dont il a abouti à ce poste, que c'est par nomination, par négociation, etc. Je sais que ce serait la manière, la dernière façon et la moindre façon que ce papa pourrait accepter. Ça signifie que ce serait vraiment inacceptable pour lui de voir un fils ou quelqu'un de l'opposition aboutir à la présidence de cette façon-là. Parce que c'est lui qui a été opposant toute sa vie. Il opposait ces genres de valeurs, d'anti-valeurs. Et surtout, il ne voulait pas négocier, même avec le président Kabila, qui trouvait des corrompus et qui l'a qualifié d'étranger. Vous vous rappelez, même l'une des chansons de sa campagne, c'était Zongi Sayena, quelque part. Donc, je ne pense pas que ce serait vraiment sa joie. Oui, mais par rapport à cela, vous savez, en politique, on dit, je pense les gens qui ont fait les sciences politiques considèrent que dans la dynamique politique, les ennemis d'hier peuvent devenir les amis d'aujourd'hui et vice-versa. Ce que Félix a fait là, vous ne pensez pas que quelque part, il a joué ce que la dynamique politique exige aussi? Je l'ai dit au départ. Parce que, je ne veux pas vous interrompre, docteur, il a dit dans l'une de ses discours il y a quelques jours passés, vous voyez, devant sa base, il a dit que Kabila n'est plus notre adversaire, c'est désormais notre partenaire. Okay. Vous savez, en politique, tous les coups sont permis. Aujourd'hui, si c'est la façon dont il a pensé obtenir, n'est-ce pas, ce poste, parce que c'était l'objectif même de toute la campagne, ok, je les félicite de la stratégie. Ça, c'est un point à gagner. C'est une bataille gagnée, mais pas la guerre. Maintenant, comme j'ai dit, je lui souhaite toutes les bonnes chances et toutes nos prières vers lui, nous le supportons parce que c'est le fils du pays, nous voulons qu'il réussisse. Il doit s'entourer de gens qui sont plus intelligents que lui. Il doit s'entourer des gens qui sont plus rodés que lui. Il doit s'entourer des gens qui peuvent réfléchir loin au-delà de ses limites pour faire de lui un homme fort. Mais c'est ce qu'a fait Joseph Kabila. Il s'est entouré des hommes qui pouvaient réfléchir mieux que lui. Parce que s'il ne le fait pas, il ne sera pas en mesure d'asseoir l'autorité présidentielle et il ne sera qu'un président étiquette. Lui, de nature qui n'accepte que difficilement des pressions. Vous savez, c'est une fonction importante qui nécessite beaucoup de pression. D'une part, il sera tiraillé par des accords qu'il a eu. De l'autre part, il sera tiraillé peut-être par la base. Mais de l'autre côté aussi, Lamouka peut-être pourra ranger dans une position radicale avec des activités. Comment représentez-vous la manière dont Félix pouvait gérer, manager tout cela? Je suis curieux. J'attends de voir ça. Mais je ne voudrais pas vraiment attendre passivement, c'est notre pays. Je ne voudrais pas que ça aille au désastre. Mais je pense qu'au lieu d'attendre d'arriver là-bas, je sais que mon frère fera face certainement à des niveaux de stress qui peuvent dépasser sa capacité. Nous avons vu quelques petits exemples de déraillement, même au cours de la campagne, de réactions qui, n'est-ce pas, pouvaient vous amener à vous gratter un peu la tête. Ça, on a vu, et je ne voulais pas évoquer ces exemples. Mais ce que je pourrais dire, c'est que c'est le moment maintenant où je sais qu'il est en train d'être travaillé nuit et jour de se faire supporter, de créer un échafaudage de support autour de lui qui peuvent l'aider à ce que certaines décisions, même s'il va le prendre, c'est lui qui va les lire ou ils seront lus en son nom, mais ce soit des décisions réfléchies par des hommes rodés qui ont de l'amour pour le pays et qui n'attendent pas que des choses lui soient imposées. Parce que je suis en train de craindre même une impasse politique, n'est-ce pas, à venir.
parce que déjà, il n'a pas la majorité parlementaire. Et dans le système de gouvernance que nous avons, ça signifie qu'il ne sera pas celui qui va désigner le Premier ministre. Il va le nommer, mais ce sera quelqu'un désigné par un camp qui n'est pas le sien. Et je ne sais pas à quel niveau ce Premier ministre pourra coulisser ou pourra réaliser les attentes du président, ou alors il réalisera les attentes de son camp qu'il a désigné. Mais du moins, je pense qu'il pourra réaliser ce qu'il a promis aux Congolais, fermer tous les cachots et toutes les prisons qui met injustement certains gens en prison, parce que nous avons des prisonniers qu'on appelle emblématiques aujourd'hui qui demeurent encore en prison. Vous voyez, nous avons vu certains sont sortis, gloire à Dieu, mais d'autres demeurent encore là-bas. Devenir président de la République, c'est aussi, entre autres, avoir le pouvoir de ce qu'on appelle... Oui, l'amnistie, oui, un peu. Oui. Donc, je pense que ça pourrait aussi rentrer dans le cadre de ce prix. Quand il va fermer tous les cachots là, parce qu'on va attendre, on l'attend au tournoi pour voir comment il va faire fermer ces cachots là, de l'ANER, etc. Oui. Mais aussi libérer ces prisonniers là. Oui. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas s'il va amener ces gens-là, ou peut-être il va les amener dans sa maison, ou il va les loger quelque part. Mais je ne pense pas que c'est une décision sage à faire. Les cachots sont faits pour rééduquer. Moi, je ne parle pas des cachots, les prisons. Oui. Les cachots ne sont que de maisons de détention temporaires où l'on garde en détention ceux qui n'ont pas encore reçu la sentence définitive, soit de faire un certain temps en prison. Mais je pense que je suis très sûr qu'il voulait parler de prison et non de cachot. Oui, mais quel crédit vous pouvez continuer à donner à Félix Tshisekedi aussi longtemps que sur le plan scientifique et académique, vous l'avez même épinglé ici. Vous savez, toute forme de responsabilité nécessite une préparation. Vous êtes préparé pendant un temps, et dès que vous avez trouvé une opportunité, vous saisissez l'opportunité, c'est le deuxième niveau, et vous avez la chance d'être boosté, et vous êtes parti. Et c'est ce qui est arrivé à Félix. Avec son background, bien son passé où on nous présente un diplôme considéré, bien déclaré comme falsifié, mais du moins, ça n'a pas empêché tel ou tel autre parti de faire qu'il devienne président de la République, et il est soutenu, il est devenu président de la République. Vous pensez qu'il demeurera crédible au vu de certaines personnes? Certainement non, au vu de certaines personnes, ça c'est sûr. Si, par exemple, hier j'ai encore vu cet article de la librebelgique.be qui reprend que les diplômes tels que clamés par notre frère n'est pas un diplôme, n'est pas un vrai diplôme. Ça signifie que quelque part c'est un discrédit, ça c'est sûr. Et ceux qui ont fait de l'effort pour prendre le temps d'apprendre et de se faire éduquer, etc., ne pouvons pas donner crédit à un diplôme qui n'existait pas ou qui est falsifié, ça c'est sûr. Vous avez parlé de la préparation pour aboutir à un poste, ça c'est sûr, et vous avez préparé aussi de l'opportunité. Celui qui a été préparé et qui saisit l'opportunité, ça c'est celui qui a les deux pieds sur terre. Celui qui a été préparé ne saisit pas l'opportunité, ça c'est aussi un point de faiblesse. Tout comme celui qui n'a pas été préparé, mais qui saisit seulement l'opportunité, on l'appelle opportuniste. Et on sait combien dangereux il n'est pas de se faire diriger par des opportunistes, que je ne pense pas comme mon frère. J'ose espérer qu'il va profiter de ce temps parce que l'apprentissage est continu. Même alors que maintenant il n'a jamais été président, il va apprendre à être président. S'il n'a pas été suffisamment préparé, il va prendre son temps pour se préparer. Comme j'ai dit, qui s'entoure de gens qui peuvent l'aider à apprendre, des gens qui ont été autour de cette sorte de responsabilité pour l'aider. Et même pour finir la question précédemment posée, je ne pense pas que la fermeture des prisons soit la première décision à faire. Parce que les prisons sont faites pour éduquer, pour même sécuriser la population contre de gens qui sont censés être dangereux pour vivre dans la population en général. Ces prisons-là sont aussi remplies non seulement des gens qui y sont mis innocemment, mais aussi des gens qui ont tué des familles, des gens qui ont violé. Et la population est sous peine encore de ces récents traumatismes. Maintenant, vous allez fermer toutes ces prisons et sortir ces gens. Maintenant, vous allez décevoir à la base, parce que parmi ceux qui vous ont voté, parmi ceux qui vous ont mis là-bas, si vous avez été voté,
il y a des gens qui ont été déçus, des gens dont les mamans ont été tuées, dont les femmes ont été violées par ceux qui sont en prison. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est restaurer les systèmes de justice. Voilà pourquoi je souhaiterais que le président de la République soit au contrôle du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, parce qu'il va... De la Défense. De la Défense, de l'économie, parce que ces prisons-là, ils ont besoin d'une bonne économie pour que les gens s'y retrouvent dans de bonnes conditions. Et entre-temps, qu'il y ait une bonne justice, pour que les gens qui s'y retrouvent de manière injuste puissent être libérés en respectant la procédure n'est-ce pas, y afférente. Et non seulement on ferme les prisons et on déverse une masse dangereuse de gens dans la population, parce que ce sont des koulouna qui sont là, qui ont coupé un membre à quelqu'un et qui marchent avec des machettes. Trouver un moyen, n'est-ce pas, pour résoudre le problème à la source. Et comme nous, le médecin, nous soignons non les symptômes, mais nous soignons la maladie. On a longuement parlé de Félix Tshisekedi parce que c'est le nouveau président de la République démocratique du Congo et il a fait un certain nombre de communications de par le passé qui fait réfléchir l'intellectuel que nous avons reçu aujourd'hui en la personne du docteur Victorien Nzambe. En tout cas, docteur, parce que nous nous approchons de la fin de cette émission, un dernier mot si vous pouvez en avoir, et je vous demanderai de faire un appel à la population congolaise à l'unité, à la paix et au changement social tel que prône l'ONG Dimcos RDC. Le dernier mot sera l'appel à l'unisson, l'appel à l'unité. Mettons-nous ensemble. Aujourd'hui, nous avons M. Félix comme notre président, le nouveau président. Soutenons-le et ne soyons pas désespérés, ne soyons pas des gens qui en lui ne voient que l'impossibilité de sortir le Congo de l'impasse, mais soutenons-le. Nous pouvons le soutenir directement ou indirectement par personne interposée et espérons qu'avec le nouveau président Félix, les Congolais viendront tous ensemble. Et pour mon frère Martin Fayulu et les groupes Lamuka, moi personnellement je dirais ne perdons plus le temps dans la contestation, appelez la population déjà affamée, ameurtrie, tabassée plusieurs fois encore sur la rue pour faire face à des policiers sans cœur, à des policiers sadiques, inciviques. Mais il y a une opportunité. Par exemple, aujourd'hui, l'opposition est entre les mains de M. Martin Fayulu. La Constitution prévoit même je pense, de rémunération, des compensations très considérables pour celui qui est à la tête de l'opposition. Ça, c'est une opportunité pour lui d'amener encore sa voix au Parlement, d'amener encore sa voix, faire une opposition. Maintenant, il peut décider de changer la politique du Congo en se disant, OK, maintenant, comme vous avez refusé de me donner ma victoire, je vais me mettre en opposant. En un opposant éduqué. Je veux maintenant montrer à la population congolaise que nous pouvons faire non une opposition de la rue, ou nous pouvons faire une opposition à la rue, mais nous allons désormais faire une opposition au Parlement, faire une opposition au gouvernement, faire une opposition aux décisions auxquelles nous n'adhérons pas et que nous pensons que nous pouvions être en mesure d'amener d'autres décisions meilleures que cela pour arranger la vie des peuples congolais et ainsi montrer au peuple congolais que voilà, si cette opportunité nous l'avons ratée, préparons ensemble l'opportunité à venir parce que M. Félix ne sera pas là éternellement, il y sera pour un mandat parce qu'aujourd'hui la population congolaise compte sur M. Martin Fayulu pour être l'œil de la population et l'être le mur, le garde-fou contre les déraillements du gouvernement. Je pense qu'il doit éviter de toucher le point où il va donner l'opportunité au pouvoir en place de le forcer à l'exil. Alors en ce moment, la population sera abandonnée à elle-même. Merci beaucoup, docteur, parce que vous avez dit quelque chose qui m'a choqué quand vous avez parlé de ce que vous avez donné comme image de notre police. Mais ça fera partie de notre émission. Prochainement, nous allons voir un peu comment est-ce que une police peut se comporter dans un lieu de manifestation. Parce que ce n'est pas, en tout cas, docteur, je pense que c'est bien dit. Nous saluons toutes les autorités de la police nationale congolaise. Et quelque chose que le docteur a dit m'a aussi tiqué. C'est que
Et le général Oleko, à l'époque, quand il était encore général, avait dit, papa, maman, quand vous voulez envoyer vos enfants à la police, faut pas prendre l'enfant qui était délinquant, qui ne voulait pas aller à l'école, qui était bandit, qui était désobéissant, qui avait tous les mauvais comportements là en famille pour nous l'envoyer à la police. Conséquence, vous n'aurez pas des policiers civilisés, bien éduqués. Mais je pense que nous aurons toute une émission avec la police parce que la police, c'est quand même des gens qui sont censés vivre avec la population, être avec la population dans le calme et dans la paix. Je pense que nous ferons toute une émission sur ça, comment, parce que ce programme rentre dans la dynamique de l'éducation civique, politique, culturelle et morale. Nous devons changer notre culture. De voir les choses et de gérer la population dans des manifestations. Alors, nous avons pratiquement épinglé tous les points que nous avons prévus pour ce premier numéro de Congo Uni pour la paix, que nous avons tourné avec l'aide du studio Chabin, que nous saluons en passant. Et nous vous rappelons que nous avons notre équipe technique à Kinshasa qui, les jours prochains, sera beaucoup plus présent sur le terrain pour faire des reportages, faire des interviews, faire des enquêtes et nous envoyer à partir d'ici, parce que ce programme sera commencé à être produit à partir d'ici, de Washington State à Seattle, là où nous sommes basés actuellement. Et nous saluons le DG Ernest Kabila Ilunga, qui est l'actuel DG de la Radio-Télévision nationale congolaise. Et nous saluons la RTNC dans son ensemble. La RTNC dans son ensemble, vous voyez. Et nous pensons que ce programme pourra trouver même une possibilité de collaboration avec cette chaîne considérée comme la chaîne nationale, la chaîne mère, pour faire passer ce message, ces différents messages de communication sociale, ça veut dire les différents messages de changement de comportement positif des citoyens congolais pour un nouvel élan, pour une nouvelle vision, pour un nouveau changement. Nous vous remercions donc de votre attention et nous remercions Dr Victorien Nzambe pour votre temps. Je vous en prie. Et nous remercions aussi à tous, nous remercions aussi tous ceux qui ont trouvé leur intérêt à suivre donc ce programme. Nos contacts, nos informations seront affichés au bas de l'écran. Vous allez voir le studio Chabin va tout prévoir pour que vous soyez en mesure de nous contacter. Et à partir des États-Unis ici, et aussi à partir de Kinshasa, pour que nous puissions faire un travail de qualité pour vous. L'ONG Dimcos RDC est là pour vous informer et aussi pour vous éduquer. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons accompagner les institutions de la République. Nous allons accompagner notre population à devenir mature et à se développer. Merci donc pour votre attention et à la fois prochaine. Merci. Docteur, grand merci. Merci beaucoup.